Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous avez connu pas mal de succès avec vos derniers exercices de votre dernière leçon. Alors, on va continuer maintenant avec la prochaine section sur les différentes piles euh, où on peut aller chercher de l'énergie de l'électricité. Maintenant, l'électricité, on ne va pas la chercher de nulle part, là, de n'importe où. L'électricité doit venir d'un endroit, doit venir d'une différence de potentiel à quelque part. Et puis, en général, au début des temps, la première pile qu'on a développée était une pile chimique, une pile où on utilisait des produits chimiques pour créer un voltage ou une différence de potentiel. Et puis cette pile-là, on s'en servait pour la majorité de nos besoins en électricité. Maintenant, on le sait bien que si on était pour faire fonctionner toutes nos maisons, tous nos appareils électroniques avec des piles, ça pourrait être très difficile. Ça faudrait qu'on change les piles tout le temps. Mais dans certaines situations, une pile, c'est plus pratique que d'autres situations. Et puis, on va regarder beaucoup des différentes façons qu'on peut produire une énergie potentielle électrique. Alors, créer du voltage d'une façon ou d'une autre, créer un courant électrique qu'on peut ensuite utiliser pour des fins pratiques, que ce soit pour faire fonctionner nos téléphones, que ce soit pour faire fonctionner, je sais pas, notre machine à laver, que ce soit pour faire partir notre voiture ou faire avancer notre voiture dans certains cas. Ça, c'est tous des exemples d'utilités qu'on peut, de choses qu'on peut faire avec l'électricité. Donc, on va regarder à l'aide, encore une fois, de nos photocopies. Et puis avec ça, on va être capable de, si vous suivez, je vais même vous montrer quelques exemples, différentes méthodes pour produire de l'électricité, un voltage. Vous avez à suivre avec ça. La première chose qu'on va voir, c'est des piles électrochimiques. La première qu'on doit explorer, c'est la pile voltaïque. Maintenant, je n'ai pas d'exemple de pile voltaïque parce qu'une pile voltaïque doit avoir des produits chimiques. Si on voit dans une pile voltaïque, on aurait un acide, une solution d'acide sulfurique avec une tige de cuivre et une tige de zinc. Ça ici, ce serait l'exemple classique d'une pile avec un citron ou avec une patate ou quelque chose comme ça. C'est une pile très simple. On avait fait en 9e année l'expérience où on avait pris un papier d'aluminium, on avait mis un papier essuie-tout brun avec une scène brune dessus, puis on avait réussi à créer un voltage. Ça aurait été aussi une pile voltaïque. Quand on parle d'une pile voltaïque, on parle d'une pile avec un liquide, une solution d'acide sulfurique, avec deux métaux différents. Maintenant, dans ce cas-là, ce qui crée la différence de potentiel, c'est le fait qu'on a deux métaux différents. On a un métal qui veut céder des électrons, tandis qu'on a un autre métal qui est prêt à l'accepter. Et puis quand on place ces deux métals-là de façon individuelle, ils ne font rien. Mais quand on les met dans une solution de bain acide, qu'est-ce qui arrive si on permet aux ions positifs de voyager à travers de la solution acide, d'aller d'un à l'autre. Et puis les électrons, eux autres, ne vont pas passer par la solution acide parce qu'eux autres, ils n'aiment pas passer par cette solution-là. La façon la plus facile pour eux autres, par contre, ce serait passer par un fil électrique. Alors, ce qu'on crée, c'est une différence de potentiel en utilisant deux métaux dissimilaires. Ça, c'est une technique qui crée de l'électricité qui ne crée pas beaucoup, environ 1,1 volt, dépendamment des différents métaux qu'on utilise. Mais on peut seulement s'en servir une fois. Alors, une fois que les deux métaux sont utilisés, ou la solution d'acide sulfurique ou d'acide, peu importe quel acide ou électrolyte qu'on choisit, une fois que ces composantes-là sont usées, sont finies, la pile n'est plus bonne. Alors, il faut rechanger les métaux ou même rechanger l'acide.
dans le temps, avant l'électrification de la Saskatchewan, beaucoup des maisons utilisaient des piles comme ça, comme source d'énergie. Maintenant, on n'avait pas tous l'équipement qu'on avait aujourd'hui, mais on utilisait ces piles-là pour la lumière, surtout pour des ampoules. Et on s'en servait aussi pour faire fonctionner des radios ou même à un certain point les téléphones. Mais les téléphones, dans la majorité des cas, étaient contrôlés par la centrale téléphonique, puis pas par des gens à un bout. On s'en servait aussi dans les maisons pour faire fonctionner certaines machines qu'on avait besoin, des machines qu'on avait besoin de temps à autre, des moteurs, des choses qui tournent. C'était une très bonne technique. Mais il fallait à chaque quelques semaines, même des fois quelques mois, revenir dans la pile. La pile était faite pour que tu puisses enlever les tiges de métal, mettre des nouvelles tiges, puis remplacer l'acide. Alors, ça prenait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, c'était très difficile. Et ce n'était pas nécessairement la technologie la plus efficace. Mais dans ce temps-là, c'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on connaissait, et ça fonctionnait relativement bien. Mais il fallait être presque un chimiste pour pouvoir en prendre soin, puis entretenir la pile. Puis c'était très dangereux aussi. Avec les acides, c'est très dangereux. Environnementalement, c'était un désastre qui attendait à prendre forme. Alors, la pile voltaïque, créée avec encore une fois, deux sortes de métaux, ainsi qu'un acide qui est un conducteur qui permet aux électrons de voyager. Bien sûr, normalement, entre ce fil-là, on mettrait l'appareil qu'on veut faire fonctionner. La deuxième type de pile, c'est la pile sèche. Ça, c'est probablement la pile que vous connaissez le mieux. Okay? Et ça ici, c'est une pile sèche. Okay? C'est une Duracell, Procell. Vous allez voir Alkaline Battery, c'est fait pour, c'est une pile de grandeur D. Cette pile-ci produit 1,5 volts environ. Puis ce qui est vraiment le fun avec cette pile-là, c'est qu'elle est beaucoup plus portable qu'une pile comme ça, qu'une pile voltaïque. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle est sec. Donc, elle est beaucoup moins dangereuse de façon environnementale. Elle dure très longtemps, elle a beaucoup de pouvoir. Et puis, elle utilise un peu les mêmes principes, sauf plutôt qu'avoir un électrolyte liquide, son électrolyte est sec. Ce que vous allez voir ici, c'est qu'elle est séparée en deux sections. On va souvent avoir un boîtier ou une boîte de zinc. Okay? Puis dans ce cas ici, le zinc, c'est le bout ici, okay? qui renferme à l'intérieur du zinc une pâte ou une poudre de carbone puis de dioxyde de manganèse. C'est ça qui va permettre aux différents ions de voyager entre le zinc et la tige ici. Maintenant, à l'intérieur de la pile, puis on ne peut pas vraiment la voir ici, mais à l'intérieur de cette pile, il y a une tige de carbone qui va du haut jusqu'au fond, okay? Comme on peut le voir à la photo. Cette tige de carbone agit comme le métal qui absorbe les électrons. Alors, les électrons, eux autres, veulent aller de ce métal à la tige de carbone. Maintenant, normalement, il y a un joint isolant ici, puis ici aussi. Okay? Alors, le zinc, lui, va fournir des électrons partout, et les électrons vont voyager jusqu'à la tige positive, et c'est comme ça que les électrons voyagent. Un peu comme ça, comme cette pile ici. Les électrons voyagent comme ça. Dans ce cas ici, les électrons voyagent comme ça. Maintenant, le zinc est partout, mais souvent, on va accrocher les électrons au bout. Et puis, dans ce cas ici, on a un plastique qui isole la batterie. Mais si j'enlèverais ce plastique-là, si je voudrais, je pourrais brancher probablement le fil ici et là. Mais en général, on branche nos fils aux deux bouts parce que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Alors, la pile sèche est probablement la pile la plus utilisée au monde présentement. Okay? On la jette. Environnementalement, ce n'est pas la meilleure pile au monde, mais elle est pratique, elle est efficace et elle dure très longtemps si on compare à d'autres types de piles. Et puis, ce que vous pouvez voir, c'est que cette pile garde sa charge pendant longtemps. Cette pile ici est probablement déjà 2 ou 3 ans de vieille. Et puis, si on regarde, elle devrait garder sa charge jusqu'à peu près 2019.
Donc, puis aujourd'hui, on est en 2015, donc c'est une bonne pile comme ça, peut presque durer 7-8 ans, même 10 ans dans certains cas. Je ne sais pas quand ces piles ont été fabriquées. Donc, intéressant, ça c'est une pile sèche. Okay? Alors ça, c'est deux façons qu'on peut créer des volts pour faire des choses intéressantes. Le troisième type de pile, OK, vous allez dire, « Hey, monsieur, c'est une pile sèche. » Mais ça, c'est une pile sèche spéciale. C'est une pile qu'on va appeler une pile secondaire. Maintenant, une pile secondaire est intéressante parce qu'elle produit la même chose, elle produit une différence de potentiel, comme la pile comme ça, mais celle-ci est rechargeable. Maintenant, pour pouvoir recharger une pile, il doit y avoir les produits chimiques qui permettent à la réaction opposée de se passer. Maintenant, une pile sèche, okay, elle va donner des électrons d'un côté, les envoyer à l'autre bout, mais une fois qu'elle est utilisée, on ne peut pas la recharger. La réaction, elle peut seulement aller dans une direction. Donc, elle peut donner ses électrons, puis les ions vont passer à travers. Mais une fois que c'est fini, si on essaie de recharger, repousser les électrons de l'autre côté de la pile va exploser. Alors ça, c'est pourquoi ces piles-là, les piles voltaïques ou les piles sèches, il ne faut jamais les mettre dans un rechargeur de piles rechargeables parce qu'elles risquent d'exploser. C'est vraiment pas une bonne idée. Une pile rechargeable, par contre, contient les produits chimiques qui leur permettent de renverser ces différences de potentiel. Alors, en d'autres mots, les électrons qui quittent la pile, qui vont d'un côté jusqu'à l'autre côté, si on met une différence de potentiel opposée, on peut dire les électrons vont revenir sur l'autre côté. Et puis, on peut ensuite réutiliser la pile à nombreuses reprises. Maintenant, on ne peut pas recharger cette pile-là 1 million de fois, mais on peut la recharger au-delà de 1000 fois, je pense, celle-là en particulier. Vous allez remarquer que les différentes piles secondaires vont avoir en général moins de volts qu'une pile primaire. Alors, si je prendrais une AA régulière, une pile sèche de AA, celle-là aurait 1,5 volts. Celle-ci, qui est rechargeable, produit seulement environ 1,2. Cela étant dit, on va s'en servir quand même. Et puis, elle va fonctionner dans la majorité des cas. Ces piles-là vont être faites de différents métaux, encore une fois. Alors, des fois, dans ce cas ici, c'est une pile qui est faite à partir de nickel, d'hydrure de nickel. Il y en a d'autres qui vont être faites aux ions de lithium. Alors, les piles qui sont dans votre téléphone sont faites à partir des ions de lithium. En général, et d'autres fois, c'est du cadmium et du nickel. Ça, c'est tous des différents métaux qui vont produire différentes caractéristiques. Par exemple, l'hydride de nickel, lui, pas autant de volts, mais va être capable d'être rechargé assez souvent. Et ce qui est le fun, il ne va pas avoir de mémoire. Alors, tu n'as pas besoin de comme, le vider au complet, le remplir au complet. Tu peux le vider à moitié, le remplir en haut, vider 3/4, puis la pile ne va pas être affectée. Nickel-cadmium, elle, va avoir de la mémoire, mais elle est moins chère. Et l'ion de lithium, lui, ça, c'est probablement la plus performante et la plus dense. Et c'est ça pourquoi on s'en sert dans les téléphones, les ordinateurs et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une pile secondaire, une pile qui est rechargeable. Alors, ça, c'est les trois grands types de piles. La pile, c'est quoi encore? La pile voltaïque, la pile sèche et la pile secondaire. Voltaïque, liquide avec l'acide, n'est-ce pas? Pile sèche, comme ça, pile secondaire rechargeable. La prochaine technique qu'on va utiliser pour générer l'électricité, c'est utiliser des génératrices électromagnétiques. Maintenant, on se souvient que les électrons produisent des champs électriques. Il s'avère que si on prend un champ magnétique et on fait bouger un champ magnétique proche de plusieurs électrons, bien, on va induire un courant, on va forcer les électrons à bouger. Et puis, je vais vous montrer ce phénomène. Okay.
en utilisant un galvanomètre. Okay? Alors, vous pouvez voir le galvanomètre ici. J'ai les numéros. Puis ça, ici, ça nous indique la charge. S'il y a un peu de charge qui a été produit en microampères. C'est très, très petit montant de courant. Ce que je vais faire ici, ce que j'ai ici, c'est une bobine de fil. C'est plus un fil électrique qui est entouré à plusieurs reprises, okay, alentour d'une tige de fer. Okay? Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon galvanomètre et puis je vais faire passer à côté de mes tiges de fer un aimant. Puis vous allez voir qu'est-ce qui arrive quand je fais ça. Quand je passe, puis je vais juste en faire passer un. Quand je passe un aimant proche des fils électriques, vous voyez, il y a du courant qui est créé. Vous voyez que l'aiguille bouge. Okay? Okay? Alors, ce que vous allez remarquer aussi, c'est que quand je vais mettre mon aimant, le plus vite que je bouge mon aimant, le plus loin que mon aiguille bouge. Okay? Si je bouge mon aimant vraiment lent, qu'est-ce qui arrive? C'est que le champ électrique n'est pas assez fort pour tirer les électrons. Les électrons s'ajustent. Okay? Alors, il faut que j'aille vraiment vite. Maintenant, bouger un aimant comme ça, c'est vraiment pas super pratique pour faire bouger des électrons dans un fil. Alors, afin d'atteindre ça, ce qu'on fait, c'est qu'on arrange les fils électriques et les aimants dans une configuration comme ça, dans une génératrice. Et puis, tout ce qu'on a besoin de faire avec une génératrice pour produire du voltage, okay, c'est de, bien sûr, tu vois, c'est accroché ici, accroché là. Pour créer une différence de potentiel, c'est de tourner la génératrice. Puis comme tu peux voir, on peut créer pas mal d'électricité juste en tournant très lentement. Puis je peux aller, si je vais vraiment vite, je peux aller jusqu'au bout. Okay? Si je tourne la génératrice de l'autre côté, dans l'autre direction, bien, la différence de potentiel change de direction et je vais dans l'autre direction. Donc, une direction, l'autre direction. Okay? Alors, la génératrice, tout ce qu'il suffit de faire, c'est trouver une façon de tourner le bout ici. Okay? Tourner d'une façon ou d'une autre. Okay? Et on crée un voltage. Maintenant, ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est trouver une façon de tourner ça. C'est le fun de plusieurs ingénieurs. On pourrait tourner ça grâce à le vent. On pourrait tourner ça grâce à de l'eau qui tombe. On pourrait tourner ça grâce à quelqu'un qui est sur une bicyclette. On pourrait tourner ça grâce à, je sais pas, un moteur à gaz, un moteur à charbon. On pourrait le faire tourner avec une souris sur une roulette. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Et puis, ça, c'est probablement la façon qu'on extrait le plus d'électricité dans notre société. C'est grâce à cette technologie incroyable qui est simplement une génératrice. Et puis, c'est vraiment pratique et c'est pas cher du tout. Tout ce que c'est des fils électriques avec un aimant qui sont arrangés d'une certaine façon qui font en sorte qu'on peut créer du voltage. Et au fur et à mesure que ça tourne, ça va juste continuer à créer du voltage et du courant. Donc, c'est super pratique et super efficace. On peut atteindre des efficacités d'au-delà de 99% dans une génératrice dans le transfert d'énergie. Alors, c'est fantastique comme méthode de production d'électricité pratique. Il existe d'autres méthodes, par contre, qui ont des utilités très spécifiques. Et la prochaine méthode, OK, puis je vais enlever ça tout de suite. La prochaine méthode qu'on peut utiliser, c'est la méthode de la piézoélectricité. Maintenant, la piézoélectricité, je n'ai pas d'exemple ici, mais on peut remarquer la piézoélectricité quand on allume un barbecue. Quand tu allumes un barbecue, on peut créer une étincelle, ça fait un claquement, clac, et puis tu vas voir une étincelle qui apparaît au bout. On peut faire ça aussi avec les allumes pour les barbecues. Ouais, c'est ça. Et puis au bout, tout ce que tu vas voir, c'est une petite étincelle qui part. Ça, la façon que ça fonctionne, c'est qu'à l'intérieur, puis je vais vous dessiner un dessin parce que c'est plus facile à voir. À l'intérieur de cet appareil piézoélectrique, on met un cristal. Mais dans la majorité du temps, le cristal va être fait en quartz. Okay. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va mettre un
morceau de fer ou un conducteur sur chaque côté du quartz. Okay? Et puis là, on va mettre un fil électrique sur chaque côté du quartz. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que si je déforme ce quartz, juste le déformer, alors quand tu cliques un allumeur de barbecue, il y a de la force, hein, puis ça va clic. Qu'est-ce qui arrive? C'est quand tu fais ce clic, le quartz déforme puis reprend sa forme originale. Puis pendant que cette déformation-là, puis qu'elle reprend sa forme originale, on crée une différence de potentiel. Puis les électrons, eux autres, circulent d'un endroit et veulent revenir sur l'autre côté du quartz. Okay? Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu crées une différence de potentiel, tu crées des volts en déformant le quartz. Après que le quartz a fini de bouger, ben, la différence de potentiel est arrêtée. Mais là, il s'avère, juste en faisant ça, tu peux créer un très, très grand voltage. Pas un gros courant, par contre, mais beaucoup, beaucoup de volts. Et puis, ça, c'est très pratique si tu as besoin de beaucoup de volts dans très peu de temps. Et c'est ça qui nous permet d'allumer des barbecues sans avoir une batterie. Alors, ceux qui allument des barbecues, vous n'avez pas besoin de batterie pour créer l'étincelle. On utilise souvent juste un quartz. Maintenant, ce n'est pas très pratique pour faire fonctionner un iPod ou faire fonctionner une caméra numérique, mais ça a une application très spécifique. Il s'avère par contre que le quartz est très bon pour créer de l'énergie en déformant, mais il s'avère que si on fait passer l'électricité à travers du quartz, alors on induit un voltage dedans grâce à une pile ou quelque chose comme ça. Il s'avère que le quartz va commencer à vibrer. Puis il va vibrer très, très, très vite, à une très haute fréquence. Puis ça, c'est super pratique. Parce que c'est grâce à cette vibration-là qu'on a des horloges super précises aujourd'hui. Alors imagine, si je mets un voltage connu, comme 1,5 volts, à travers d'un morceau de quartz, et puis on va dire que ce morceau de quartz-là vibre, je sais pas, on va dire, il vibre 60 fois à chaque seconde. Mais ça veut dire à chaque 60 vibrations, OK, ça compte comme une seconde. Alors, l'horloge, ce qu'elle fait, l'horloge, puis la majorité des horloges, tu vas voir, ça va être écrit quartz dessus. Ça, c'est parce que ça utilise un cristal de quartz pour déterminer le temps. Alors, à chaque 60 vibrations, l'horloge achète une seconde. Et c'est tellement précis qu'on perd seulement quelques secondes après une très, très longue période, plusieurs mois, en fait. En fait, même, il y en a qui sont tellement précis que c'est presque un an avant que tu perds une seconde. Ça dépend vraiment de l'horloge, de la façon que c'est fait et de la précision du quartz ou la façon qui a été construit. Alors, la piézoélectricité, c'est grâce à la déformation d'un cristal qu'on peut créer une très grande quantité d'électrons. Pas beaucoup d'électricité, par contre. Une autre façon qu'on peut produire du voltage qui est super pratique, c'est avec un thermocouple. Et puis ça ici, c'est un exemple d'un thermocouple. Un thermocouple contient deux différents métaux, puis vous allez remarquer que j'ai un métaux sur un côté, puis une autre sorte de métal sur l'autre côté. Et puis, ce thermocouple-là, la façon que ça fonctionne, c'est que quand tu mets de la chaleur au bout d'un thermocouple, les différents métaux vont conduire la chaleur à différentes vitesses. Ce qui va faire que les électrons vont vouloir bouger d'un côté à l'autre. Puis je ne suis pas trop certain exactement de pourquoi. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que les électrons vont vouloir se neutraliser grâce à cette différence de chaleur. Puis ils vont circuler d'un côté à l'autre, puis créer un voltage. Maintenant, je peux essayer avec mon galvanomètre, mais je ne vais probablement pas réussir parce que j'aurais besoin d'une très grande source de chaleur. Maintenant, cette technique-là est utilisée à des endroits très spécifiques dans le monde. Maintenant, vous pouvez voir, si la chaleur crée un voltage, et puis encore une fois, ça ne produit pas des quantités d'énergie assez grandes pour, encore une fois, faire fonctionner un iPod, mais c'est pratique pour des situations qu'on a besoin de mesurer température. Parce qu'il s'avère que quand la température change à ce bout ici, c'est proportionnel au montant de volts qui est produit à ce bout ici.
Alors, si la température ici augmente, on va dire, puis je sais si c'est des nombres que j'invente totalement, imagine qu'à chaque degré Celsius, ça ici, ça augmente, la différence de potentiel augmente par 1 volt. On peut finalement, en faisant ça, savoir la température juste en faisant la conversion. Alors, si j'ai un voltmètre qui va 0 à 60, et puis je mets ça, puis c'est 30 degrés, puis je vois 30 degrés sur le voltmètre, le volt et la température ont un lien qui me permet de déterminer la température d'objet de façon électronique. Alors ça, c'est super pratique quand on veut contrôler la température d'une maison, la température d'un fourneau. On va mettre un thermocouple dans le fourneau. Maintenant, ça ne va pas fondre, c'est fait en métal. Puis tout ce qu'on va faire, au lieu de mettre un thermomètre là-dedans, puis regarder au thermomètre, on va mettre un thermocouple. Le thermocouple va devenir chaud, va créer des voltages. Et puis, ce voltage-là va être utilisé pour te dire c'est quoi la température dans un fourneau ou dans une fournaise ou dans la maison. Alors, c'est une façon électronique qu'on peut convertir la température ici en volts. Alors, super, super pratique. Permet de faire des choses pas mal intéressantes. Et finalement, on a un autre, dernier type de façon. Puis il y a d'autres façons, mais c'est les grandes. On a de la photoélectricité. Alors, il s'avère que la lumière, les rayons lumineux qui nous arrivent contiennent beaucoup d'énergie. Et il s'avère qu'on peut utiliser cette énergie-là pour faire de l'électricité. Bien sûr, vous avez tous déjà vu une calculatrice avec une cellule solaire. Puis juste pour vous prouver que ça fonctionne sur le soleil, si je couvre la cellule solaire de façon comme ça, on va voir que le numéro devrait perdre son intensité. Maintenant, ça ne le perd pas très, très rapidement. Mais ça devrait. Maintenant, vous ne pouvez pas le voir, mais ça diminue un petit peu. Maintenant, avec cette pile ici, ce qui est intéressant, c'est que cette calculatrice-là a une petite réserve d'énergie qui fait en sorte que si ça ferme, alors il faudrait que j'attende un bon bout de temps avant que la calculatrice s'éteigne. Maintenant, par contre, ça ici, c'est une cellule solaire. Vous pouvez voir, il y a une cellule à l'arrière. C'est un petit morceau d'un semi-conducteur de silicone. Et puis, juste la lumière va produire de l'électricité. Et puis, vous avez déjà vu ça. Tout le monde rêve d'en avoir sur leur maison. Puis juste pour vous montrer que ce n'est pas un faux panneau solaire, on va l'accrocher et on va voir si on peut créer du potentiel électrique. Alors, il n'y a pas beaucoup, mais tu vas voir l'aiguille va bouger assez vite. Alors, juste en pesant le fil ici, on produit un voltage assez important. Et ça, c'est très pratique. On ne peut pas produire beaucoup de courant. Il n'y a pas beaucoup d'électrons qui passent, mais on peut créer un très grand voltage. Alors ça, c'est très pratique pour des situations où on a besoin de l'énergie portable. Maintenant, pas assez pour un téléphone, mais assez pour une calculatrice, assez pour même ma montre. Ma montre, dans ce cas ici, ça ici, c'est une montre... en fait, non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas une montre solaire. Ça, c'est une montre qui fonctionne un autre, avec une génératrice. Mais des montres solaires, on peut s'en servir pour recharger des piles. On peut s'en servir pour recharger toutes sortes de choses. Alors, les cellules solaires, dans ce cas-là, dans un satellite en espace, c'est pas comme si on peut monter en espace puis mettre de l'essence dans le satellite à chaque jour. Si on a besoin de repartir son moteur, il n'y a pas d'atmosphère, so le soleil arrive directement à ces panneaux. La majorité des satellites contient des appareils électroniques. Alors, c'est probablement la meilleure façon de donner de l'électricité aux satellites en orbite. Et dans ce cas ici, ça c'est le satellite Anik, qui est un satellite canadien, un des premiers satellites commerciaux canadiens, qui est super intéressant. Alors, ça c'est toutes des façons de produire de l'électricité. Il y en a d'autres, mais ça c'est les façons les plus pratiques et les plus utilisées de nos jours. Alors, comment est-ce qu'on utilise cette énergie? Bien, on s'en sert pour faire plusieurs choses. Mais même si on a plusieurs choses qu'on peut faire avec, on peut les diviser en différentes catégories assez simples. La première catégorie, c'est un élément chauffant.
Ça, c'est un exemple de choses qu'on a dans notre toaster. Okay? Dans notre grille-pain, on a un morceau de fil électrique. Et on pourrait même utiliser un fil comme ça ici, mais là, on ne peut pas voir le fil électrique. Mais imagine, je force plusieurs électrons passer à travers ce fil électrique. Éventuellement, les électrons vont pas être capables de passer aussi vite qu'ils le veulent. Et ça va créer une grande friction, une grande résistance qui va créer de la chaleur. Puis c'est cette chaleur-là qu'on utilise pour griller le pain. Il y a plusieurs différentes choses qu'on peut faire avec comme éléments chauffants. On peut faire des fusibles, puis je vais vous parler des fusibles un peu plus tard dans un autre cours. Mais c'est des choses qu'on peut faire pour rendre nos vies plus faciles. Chauffer, des éléments chauffants. On s'en sert pour chauffer des maisons. Le poêle pour cuire la nourriture utilise un élément chauffant et ainsi de suite. On peut s'en servir d'électricité pour faire allumer une ampoule incandescente. OK? J'en ai une ici qu'on peut faire allumer. OK? Je vais juste me chercher une autre pile. Alors, j'ai une ampoule ici. OK? Je vais me donner le bon voltage. Et on va faire allumer, bien sûr, cette ampoule. On va essayer, en tout cas. J'espère qu'elle fonctionne. On va prendre un autre fil électrique. Et, bien sûr, une ampoule allume. OK? Alors, on peut allumer une ampoule. Ça, c'est super pratique. C'est le même concept un peu qu'un élément chauffant, sauf plutôt que faire de la chaleur, on produit aussi de la lumière, une autre sorte d'énergie. Alors ça, c'est une autre utilité. C'est des ampoules incandescentes. Ça, c'est les ampoules traditionnelles qui sont en fait, de ces jours-ci, illégales. Les ampoules de 100 watts sont rendues, on ne peut plus les vendre. On ne peut plus les acheter. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, aujourd'hui, on utilise différentes techniques pour faire des ampoules, mais ça, c'est une technique qui a fonctionné pendant longtemps. Une autre chose qu'on peut faire avec l'électricité, c'est faire tourner un moteur. Puis, on peut s'imaginer, okay, si on travaille dans une industrie ou si on travaille peu importe où, avoir un moteur pourrait être quelque chose de très pratique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le moteur. Puis là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit papier sur le moteur juste parce que ça va être difficile pour vous de voir le moteur s'il n'y a rien dessus. Et puis, je vais le brancher. Encore une fois. Alors, le moteur peut être utilisé pour, encore une fois, faire tourner une machine, pour faire tourner une machine ou faire rouler un auto, quelque chose. Puis là, le moteur, il bouge. On peut peut-être un peu l'entendre. Okay? Alors, je vais accrocher mon morceau de papier qui va sûrement revoler. Okay? Alors, vous pouvez voir, le morceau de papier tourne juste en faisant tourner le moteur. Alors, c'est super pratique. Ça nous permet de faire toutes sortes de merveilles. Si on a froid, on peut mettre on a chaud, on peut mettre un éventail, on peut faire bouger de l'air, on peut faire bouger de l'eau, on peut pomper des choses avec ce moteur. On peut s'en servir pour plusieurs choses. Puis c'est probablement, encore une fois, puis vous autres, c'est une des choses les plus importantes. Mais vous allez peut-être remarquer que là, à peu près peut-être 10 minutes, j'ai dit que ça, c'était une génératrice. Mais il s'avère qu'une génératrice et un moteur, c'est la même chose. Si je fais tourner le moteur, si je fais tourner la génératrice, on va créer une différence de potentiel sur ces côtés ici. Si je mets de l'électricité, ça va faire tourner le moteur. Alors, c'est une conversion entre une énergie mécanique et une énergie électrique dans les deux sens. Ça dépend juste de la façon dont on s'en sert. Alors ça, c'est toutes des technologies intéressantes qu'on peut utiliser, qui utilisent l'électricité. Alors, on a des sources d'électricité et on a des utilités
Pour l'électricité, bien sûr, on peut faire, ça c'est des exemples, mais bien sûr, on peut faire des circuits électriques, on peut faire des calculatrices, on peut s'en servir pour, bien sûr, nos téléphones, okay? On peut faire nos montres, on peut s'en servir pour 1001 choses, les limites, il n'y a pas de limite. Donc, je vous donne un peu de travail à faire. Ce que j'aimerais que vous faites pour le restant du cours, c'est j'aimerais que vous alliez à la page 530, OK? Et j'aimerais que vous, en fait, c'est à 520, à 530, vous allez faire matière, votre devoir ou votre travail, en fait, pour le prochain cours, OK? Vous allez faire matière à discussion. Alors, la section ici, matière à discussion. OK, alors j'ai fait un D, par exemple, par accident. Matière à discussion, j'aimerais que vous faites le numéro à la page 200, ça c'est 200, page 530. Maintenant, c'est coupé en haut, mais c'est pas grave. Page 530. J'aimerais que vous faites numéro 1 et j'aimerais que vous faites numéro 5 aussi. Okay? Alors, numéro 5 se retrouve sur l'autre page, à la page 531. Okay? Mais j'aimerais que vous faites numéro 5 avec ce que je vous ai enseigné aujourd'hui. Vous devriez faire les lectures suivantes. Les lectures des pages 525 jusqu'à 529, ça va remplir un petit peu les trous des choses que je vous ai expliquées. Et finalement, j'aimerais que vous travaillez sur les exercices pour le restant de la période, numéro 7 à 20. Maintenant, vous n'avez pas besoin de faire tous ces exercices-là. Je vous encourage d'en faire autant que vous pouvez. Okay? Peut-être que vous allez commencer à faire ceux qui sont impairs. Si vous trouvez que ça va bien, peut-être que vous allez faire ceux qui sont pairs. Mais arrangez-vous de ne pas perdre votre temps et assurez-vous de faire autant d'exercices que possible. C'est avec les exercices que vous allez être capable de bien faire. Ça, c'est tous des exercices qui se retrouvent dans la section de révision. Alors, vous allez utiliser toutes les formules que vous avez vues au dernier cours. Avec ça, ça va vous donner beaucoup, vous devriez beaucoup mieux préparer pour compléter l'unité. Encore une fois, vous pouvez vérifier vos réponses avec le cartable bleu. Si vous avez des questions, envoyez-moi-les par courriel et aidez-vous les uns les autres. Et encore une fois, ne perdez pas votre temps. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, bonne chance et au prochain cours.